Voilà, bonjour. Voilà, donc on commence par mon intervention parce que je vais intervenir sur les arrestations. Donc pour arriver en centre fermé, il faut d'abord être arrêté. Et dans l'exemple qu'on nous a donné, c'était une dame qui avait été arrêtée lors d'un contrôle de routine. Mais ce qu'on constate de plus en plus, ce sont ce que la Ligue des droits de l'homme, le CIRE, appelle des rafles, c'est-à-dire des listes de noms qui sont donnés par le CEFOR à la police et des gens qu'on vient chercher chez eux à la maison ou dans les squats qu'ils occupent, puisque de nombreux sans-papiers occupent des squats. Et donc là, la question s'est posée du respect de l'article 15 de la Constitution et de l'inviolabilité du domicile. L'article 15 de la Constitution prévoit qu'un policier ne peut pas entrer chez vous sans votre autorisation expresse, sauf s'il est muni d'un mandat d'un juge d'instruction. La police ne peut pas décider de pénétrer dans votre domicile. C'est prévu par la Constitution, la protection de la vie privée, et la Cour européenne des droits de l'homme a fait rentrer cette notion sous l'article 8 dans plusieurs arrêts. Donc, on a vraiment une protection du domicile tant qu'il n'y a pas un flagrant délit, un appel de l'intérieur. Mettons comme exemple, il y a un incendie et quelqu'un crie au secours, évidemment que la police et les pompiers peuvent pénétrer dans le domicile pour venir le sortir. Par contre, la police qui vient toquer, dring, est-ce qu'il y a des sans-papiers chez vous? Et vous qui hébergez un sans-papier, vous êtes parfaitement en droit de répondre « je ne vous ouvre pas ». Et donc, ça pose problème au gouvernement qui donne des listes CEFOR à la police, parce qu'ils se sont retrouvés parfois les policiers se retrouvent devant une porte close et les gens qui refusent de leur ouvrir la porte. Évidemment, dans les squats, les avocats qui accompagnent les sans-papiers leur disent, on leur explique, si la police veut venir, vous ne laissez pas rentrer. Vous dites non, c'est notre domicile, on ne rentre pas, article 15 de la Constitution. Et les gens l'ont bien compris, et donc il y a un souci par rapport à ça. Et en 2014, le secrétaire d'État, Theo Franken, annonce, via Geert de Vulder, qui était alors porte-parole de l'Office des étrangers, je sais qu'il y a une autre porte-parole de l'Office des étrangers qui est ici, et donc ils annoncent que ils veulent modifier la loi sur la fonction de police, introduire une proposition de loi pour pouvoir entrer dès qu'il y a le soupçon qu'une personne sans papier se trouve dans la maison. Et donc, ils font cette proposition de loi, ici au Parlement, et cette proposition de loi ne passe pas. Parce que c'est ça la séparation des pouvoirs, et le gouvernement actuel a un peu difficile avec cette notion, mais la séparation de ces pouvoirs, c'est que le pouvoir exécutif, il l'exécute. Il ne peut pas décider de faire la loi tout seul, et quand il veut, il fait un projet de loi, et il doit encore avoir une majorité au Parlement pour que ça devienne une loi. Et là, ils n'ont pas eu leur majorité, et cette proposition de loi n'est pas passée. Et quand ils n'arrivent pas à rentrer par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'étendre la notion de flagrant délit. En disant, mais finalement, la loi de 80 sur les étrangers dit quand même qu'être en séjour illégal est un délit. Donc, quelqu'un qui est en séjour illégal, il est en flagrant délit continu. Il n'arrête pas d'être en flagrant délit puisqu'il est lui-même un flagrant délit. Il est de la tête aux pieds, toutes les cellules de son corps sont un flagrant délit et donc on peut l'arrêter dans son domicile puisque la Constitution nous permet d'arrêter les gens lors d'un flagrant délit. Il y a eu une opération spectacle à Molenbeek. Il y avait une occupation à Molenbeek qui durait déjà depuis 2 ans, qui était plus ou moins tolérée. Les gens avaient des contacts avec le CPS, ils avaient des aides médicales urgentes, etc. Donc on savait qu'une centaine de personnes de la Voie des sans-papiers restaient dans cet immeuble de Molenbeek, de Ribeaucourt. Et on leur a annoncé... Ils ont appris via qu'il y avait un risque d'expulsion. Beaucoup d'entre eux sont partis, mais
certains autres voulaient rester pour pouvoir garder ce bâtiment dans lequel quand même une centaine de personnes, dont des familles, vivaient. Et il y a eu une opération de police complètement spectaculaire avec un hélicoptère qui est arrivé. Des policiers masqués, armés, descendus en rappel, comme dans un film américain, pour arrêter 14 sans-papiers, en libérer 2 parce que finalement ils étaient encore plus ou moins en procédure, et les mettre en centre fermé. Il s'est alors posé la question de savoir à quel titre cette opération, digne d'une opération antiterroriste spectaculaire, avec des moyens énormes, à quel titre ils sont venus chercher ces sans-papiers. Et donc là, une parlementaire du CDNV, Naïma Lanjri, pose la question ici au Parlement en demandant, mais pas à Theo Franken, à Yann Jambon, qui est le ministre de l'Intérieur, donc qui a la responsabilité de la police, en lui demandant mais à quel titre la police est intervenue. Et il explique que les sans-papiers sont en flagrant délit continu, dans une réponse au Parlement. Et là, il y a quand même une friction au sein du gouvernement, parce que le ministre de la Justice, Koen Geens, a fait un communiqué de presse dans lequel il a dit qu'on ne pouvait pas, à ce point-là, étendre la notion de flagrant délit, que ça n'allait pas, qu'on pouvait éventuellement changer la loi, ça c'était possible, mais que tant que la loi n'était pas changée, on ne peut pas, en estimant que c'est du flagrant délit, entrer dans le domicile en violation de l'article 15 de la Constitution. Maintenant, les gens ne sont pas totalement protégés dans les squats, puisqu'il suffira que le bourgmestre prenne un arrêté d'insalubrité pour qu'alors la police ait l'autorisation d'intervenir à l'intérieur du squat, puisque là, il y a un arrêté d'insalubrité indique dans ses motifs qu'il y a en fait danger pour les personnes, soit que des parties du toit ou autres s'écroulent, et alors là, il y a un danger pour les personnes qui permet à la police d'entrer, qui leur permet d'entrer pas pour arrêter, mais pour faire sortir les gens. Mais donc, dès qu'ils sont dehors, on peut contrôler leurs papiers, et donc c'est... L'arrêté d'insalubrité ne permet pas de venir arrêter les sans-papiers, mais indirectement oui, puisqu'il permet d'entrer dans le bâtiment, de faire sortir les gens, et une fois que les gens sont sur le trottoir, ils peuvent faire l'objet d'un contrôle et être arrêtés. Si j'explique tout ça, c'est parce que c'est important au niveau de la légalité de la détention. Donc on vous l'a dit, c'est très difficile de trouver un juge pour la légalité de la détention, parce que la procédure a été saucissonnée. Quand quelqu'un est détenu, en fait, il reçoit un ordre de quitter le territoire, c'est une feuille qui s'appelle « Ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de détention ». Donc c'est une même décision qui donne l'ordre de quitter le territoire et qui détient. Une même décision dans le sens un même papier. Mais en droit, parce que le droit c'est pas toujours aussi simple que la vie réelle, en droit c'est 2 décisions qui s'attaquent devant 2 juridictions différentes. L'ordre de quitter le territoire s'attaque devant le Conseil du contentieux des étrangers et la décision de détenir s'attaque devant les chambres d'instruction, chambre du Conseil et en appel, chambre des mises en accusation. Et donc c'est très compliqué parce que c'est cette même décision qui décide 2 choses et les 2 juges vont décider sur 2 choses différentes. Le Conseil du contentieux va décider est-ce qu'il est légal de vouloir donner à cette personne l'ordre de quitter le territoire, même si il estime que la détention ou que la manière dont la personne a été arrêtée est illégale ou illégitime, ou il ne peut pas intervenir là-dessus. Et le juge de la Chambre du Conseil peut estimer que la détention est illégale, mais ne peut pas intervenir sur la question de savoir si c'était légal de lui donner l'ordre de quitter le territoire. Or, les 2 notions sont imbriquées, parce que si on dit, on parlait
le groupe Transit expliquait l'histoire du monsieur iranien qui est détenu. On le renvoie vers l'Iran et puis l'Iran lui dit « j'en veux pas » et il retourne au centre fermé. Est-ce que c'est illégal de lui donner ordre de quitter le territoire? Il était illégal sur le territoire, il avait sans doute pas reçu l'asile, donc on pouvait. Est-ce que c'est illégal de le détenir? Ben oui, puisque en fait on doit le détenir en vue d'une expulsion, mais qu'on ne l'expulse pas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'expulse pas? Et donc c'est très compliqué de savoir quel juge va être le juge de quelle partie de la décision, mais en plus, tous ces juges jugent en légalité et pas en opportunité. Ça veut dire qu'ils voient si formellement la décision est légalement prise. Tout ce qui se passe après, le moment où est prise la décision, c'est de l'opportunité, donc ça ne le regarde plus. Et donc, le monsieur iranien, peut-être qu'au moment où on prend la décision, je ne pense pas que c'est le cas, mais on ne savait pas que l'Iran le refuserait, mais après, la décision initiale, elle est quand même légale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si elle devient illégale? Eh bien, il faut attendre qu'il y ait une autre décision. Et donc, tout ce mécanisme, ce saucissonnage des procédures rend le travail de défense d'un détenu en centre fermé extrêmement difficile, complètement incompréhensible pour le détenu lui-même, alors que c'est important pour quelqu'un qui est détenu, qui essaye de voir ce que son avocat fait et tout ça, de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Vous êtes tous francophones ou les néerlandophones m'entendent en traduction. Vous avez tous un niveau minimum de secondaire supérieur et pourtant vous avez du mal à comprendre ce que j'explique. Alors imaginez le jeune Afghan de 18 ans et demi qui n'a jamais été à l'école. C'est incompréhensible tout ce mécanisme. Et donc les gens se sentent vraiment dépossédés du droit de se défendre. Les avocats sont découragés parce que c'est vraiment décourageant de faire de la défense en centre fermé, parce qu'on se retrouve chaque fois devant des juges qui nous regardent un peu avec l'air que vous avez là. Oui. Et même qui vous disent, écoutez, si je pouvais, moi je suis d'accord avec vous, mais non. Et donc on se retrouve avec, j'ai été convaincante, ils sont convaincus, mais ça ne sert à rien parce que la décision est quand même négative. Et donc c'est ça vraiment sur lequel il faut se battre, c'est de trouver des avocats qui continuent d'avoir le courage de faire ces procédures, mais surtout se battre pour qu'il y ait un seul juge et un juge qui ait le droit d'aller jusque dans le fond de la procédure et de voir vraiment si et l'arrestation et la détention, mais la détention pendant toute la durée de la détention sont bien légales et conformes aux droits et belges et européens. Je vous remercie.